Quel genre d'homme exerce le pouvoir dans un pays comme celui-ci? Shogun, nouvelle série diffusée sur Disney+ à partir de février 2024, est une série qui puise à la fois dans l'histoire, alimentée par un récit fictionnel. Dans cette série, nous allons voir si l'histoire est maltraitée par la fiction, ou au contraire si la fiction présente la grande histoire d'une manière intéressante. En tant qu'historien, nous allons nous pencher sur ce curieux dilemme. N'hésitez pas à donner votre avis. Shogun narre les aventures de Jack Blackthorne, un occidental anglais de religion protestante, élément qui aura sûrement son importance dans la suite du récit, interprété par Cosmo Jarvis, qui aborde les côtes japonaises après une violente tempête. Il faut dire que le navire sur lequel il a embarqué s'échoue lamentablement après de nombreuses péripéties que nous allons présenter. Ce navire, l'Erasme, est capturé par un petit seigneur local, samouraï de son état, qui cherche à affirmer sa place dans ce Japon finissant et féodal, Omi Kasigi, et notre John Blackthorne va être au centre des bouleversements politiques que connaît le Japon féodal finissant de cette époque. Cette série est inspirée du roman de James Clavell, publié en 1975, et déjà adaptée dans le biais d'une mini-série en 10 épisodes diffusée à la télévision, qui porte également le même nom, scénario d'Eric Berkovici et de James Clavell. Dans les rôles principaux, nous avons Richard Chamberlain, qui joue le rôle de John Blackthorne, Toshiro Mifune, qui interprète le seigneur Yoshi Taranaga, qui est inspiré du gouverneur de province Takugawa Yaotsu, ou encore Yoko Shimada, qui jouera le rôle de Mariko. L'histoire qui a inspiré le roman puise dans la grande histoire avec les libertés qu'autorise la fiction. L'arrivée sur les côtes japonaises de William Adams, qui est en fait joué par John Blackthorne dans le roman, donc qui a vécu entre 1564 et 1620, maître pilote sur un des 5 navires hollandais envoyés en Extrême-Orient en 1598, dont le but était de découvrir de nouvelles routes commerciales et aussi de piller des possessions espagnoles et portugaises, car nous sommes bien dans une logique de conflit entre puissances européennes dans le cadre de ces grandes découvertes. Le périple fut une véritable catastrophe, entre typhons, affrontements avec les Portugais, les Espagnols, voire les autochtones, notamment sur les côtes de Patagonie, qui déciment une partie de l'équipage, et l'équipage également a dû faire à de terribles privations, notamment avec l'éclatement de famine à bord des bateaux, faute de ressources nécessaires pour un tel périple. Ce périple fut tellement catastrophique que sur les 5 navires partis, seul celui où se trouve William Adams aborde avec plus ou moins de hasard les côtes sud du Japon le 12 avril 1600. Capturés au large de Bungo, aujourd'hui Usuki dans la préfecture d'Oita, les jésuites portugais, déjà présents au Japon depuis l'action de saint François Xavier, et véritable agent de l'église catholique romaine, souhaitent conserver une avance politique et commerciale dans ces vastes territoires, notamment par la volonté de convertir de nouveaux peuples au christianisme et faire face à la montée du protestantisme en Europe. Nous avons là une vision de la contre-réforme catholique qui cherche à convertir de nouveaux territoires, à la fois en Afrique et surtout en Asie, afin de faire contrepoids à cette influence grandissante protestante. D'ailleurs, cette logique de conversion connaît un certain succès. D'après les sources consultées, entre 300 000 et 700 000 Japonais vont plus ou moins se convertir au christianisme, ce qui représente un nombre considérable sur une population japonaise estimée entre 15 et 18 millions, d'après certains historiens, notamment Pierre-François Soury dans son ouvrage « Nouvelle histoire du Japon ». Les jésuites tentent de discréditer l'équipage ayant échoué sur les côtes japonaises. Charmante solidarité chrétienne. En effet, ils les accusent auprès du seigneur local, Tokugawa Yaotsu, gouverneur de province, d'être des pirates. L'objectif est que tout simplement les autorités locales se débarrassent de ces intrus non catholiques. Ce dernier, en conflit ouvert avec d'autres seigneurs féodaux locaux, y voit plutôt l'opportunité de renforcer son pouvoir et de limiter l'influence des Portugais sur le Japon. William Adams devient progressivement un intermédiaire auprès de ce futur shogun, il le sera à partir de 1603, et va asseoir progressivement une position de plus en plus influente par ses connaissances qu'il diffuse auprès des Japonais et progressivement par son apprentissage de la langue locale. À ce titre, il est intéressant de voir que la série a maintenu ce double langage à la fois japonais et anglais.
Le japonais est sous-titré, mais est maintenu en VO pour bien laisser la sensation auprès des personnages d'avoir cette double difficulté du langage et de la compréhension, et ceux qui peuvent notamment comprendre et s'exprimer dans la langue locale, possédant une certaine forme de puissance, voire d'autorité. On peut penser notamment aux jésuites qui maîtrisent la langue japonaise, face à John Blackthorne qui lui ne la maîtrise pas au début. Progressivement, il va l'acquérir et son influence va aller grandissante à un tel point qu'il va devenir l'intermédiaire principal. D'ailleurs, il sera le premier occidental à devenir samouraï, sous le terme élogieux de pilote Muhara, en japonais Muhara Anjin. Alors nous sommes ici face à une série qui a du budget, et voire même du lourd. On le voit par la restitution notamment des paysages urbains, Okinawa est magnifique, des figurations et une figuration importante et nombreuse, même si ici ou là on peut se dire que Madame Image de Synthèse est passée et a rajouté notamment des personnages, voire certains éléments architecturaux, mais il n'empêche que l'effet fonctionne sans aucun problème. Nous avons également de beaux costumes, donc nous avons un choix qui semble fait avec goût, bien que non spécialiste, chacun ses arts sur ce point-là. Et nous voyons notamment certains aspects, comme la présence du shonmage, qui est une coupe de cheveux typique de la classe guerrier, dénommée samouraï en langue japonaise, et qui tout simplement est une coupe de cheveux liée à l'émergence de cette caste de guerriers sous la période Sengoku, entre le milieu du 15e et le début du 16e siècle. Cette coupe de cheveux permet de stabiliser le port du casque, évite les désagréments d'un climat qui est à la fois humide et chaud en particulier, et qui progressivement va devenir aussi un marqueur visuel d'une caste qui cherche à s'affirmer dès le XIIe siècle, va progressivement gagner sa place par le biais de son utilité auprès des différents seigneurs féodaux. Cependant, quelques petits anachronismes peuvent être relevés face à une série qui demeure très plaisante à regarder. Nous pouvons penser le cas de la propreté des Européens, notamment dans un échange entre John Blackthorne et Mikako. Nous voyons notamment cette dernière qui s'offusque de voir John refuser de prendre un bain au motif que pour lui, prendre un deuxième bain alors qu'il en a déjà pris un pose problème et pourrait lui donner la dysenterie. Donc là, nous avons une lecture quelque peu fantasmée d'un Moyen-Âge européen très sale, notamment sur les propretés corporelles qui étaient relativement importantes, et bien loin d'une image colportée par toute une littérature ou par tout un cinéma d'Européens très sales. Je vous invite à voir notamment cette brillante vidéo faite avec amour et passion sur le jeu Plague Tale Requiem, donc qui narre justement l'aventure de deux enfants au Moyen-Âge, mais surtout qui démontre que si l'hygiène corporelle est une réalité, par contre il est vrai que l'hygiène des rues et notamment du cadre extérieur est une catastrophe au Moyen-Âge. C'est à partir du XVIe et XVIIe siècle que cette question de l'hygiène corporelle va évoluer, notamment avec une méfiance vis-à-vis de l'eau, et donc la série prend quelques avances sur cette question-là, par le fait que l'on prend un bain notamment quand on a de fortes fièvres, et l'eau va être liée automatiquement aussi à cette peur de diffuser des maladies. Un autre élément également qui peut faire tiquer l'historien, c'est cette vision d'une occidentalisation du monde. Dans un autre échange, le héros principal explique donc à Tokugawa Yaotsu le monde découvert par les Européens par le biais de leurs grandes explorations. On peut penser à Vasco de Gama entre 1497 et 1499, qui passe par le cap de Bonne-Espérance, Magellan qui arrive à faire la première circumnavigation entre 1519 et 1521, même s'il n'en verra pas la fin, donc qui présente justement ces grands apports européens comme s'ils étaient les seuls dans l'exploration du monde. Ici, cela relève sans doute d'une vision européano-centriste quelque peu édulcorée, faisant fi des grandes explorations, notamment asiatiques. On peut penser notamment à Zhang He, grand amiral de l'Empire du Milieu, qui ouvrira des routes commerciales vers le Moyen-Orient, voire vers l'Afrique, aux alentours des années 1400. Il est étonnant que le Japon, qui fait partie de cette ère d'influence autour de l'Empire du Milieu, notamment influence culturelle mais aussi influence politique, n'ait pas eu vent de ces découvertes ou de ces voies commerciales. Cela peut paraître étonnant. Nous avons peut-être ici une vision portée par le roman de James Clavell autour d'une vision européano-centrée du monde sur ces grandes explorations, et il faut sans doute pouvoir les modérer. Cependant, dans le cadre d'une fiction, nous sommes face à un récit qui est intéressant, qui est brillant, qui est captivant, où nous voyons à la fois la politique, les questions religieuses, voire même géopolitiques s'articuler. Cette européanisation également du monde peut être aussi remis en question quand nous voyons le personnage principal expliquer que les Portugais sont en train de se créer un empire gigantesque en Asie et dont le prochain morceau est en quelque sorte le Japon.
Donc le héros parle notamment du fameux traité de Tordesillas en 1494, qui partage le monde en deux aires d'influence, à l'ouest de cette ligne espagnole, à l'est de cette ligne plutôt portugais. Ce traité étant opposé par la papauté afin d'éviter des tensions entre les deux puissances européennes maritimes. Cependant, cette vision-là est bien encore occidentale. En effet, bon nombre de peuples dominés ou dans cette zone d'influence n'ont jamais vu le moindre européen, et en fait le partage est plutôt symbolique qu'autre chose. Mais dans le cadre du récit, il renforce en quelque sorte la détresse d'un Japon menacé par ses extérieurs, et là on reprend peut-être un élément fictionnel qui est lié à cette vision qu'ont les Européens, notamment d'un pays qui doit s'ouvrir face aux coups de boutoir occidentaux, et qui peut-être relève plutôt davantage de la fin du 19e et début du 20e siècle que plutôt durant ce 16e siècle. Enfin, pour conclure, c'est une série brillante, bien écrite, qui narre avec un souffle épique et qui narre des aventures passionnantes, avec une utilisation de l'histoire relativement intelligente, même si nous pouvons émettre plusieurs critiques sur les points déjà soulevés. N'hésitez pas à me donner votre avis et à consulter aussi d'autres vidéos que j'ai produites autour de ces questions, notamment liées à la colonisation, et notamment entre les rencontres, que ce soit européennes, asiatiques ou d'autres pays. Merci de votre attention, et n'hésitez pas à consulter ces vidéos.